maintenant qu'on a un petit peu couvert ces quelques figures, j'aimerais t'emmener sur la question de comment est-ce que euh, tu envisages une réponse justement à cette dimension traumatique et toutes les monstruosités qu'elle peut engendrer. Et dans ton livre, tu fais référence à quelque chose que j'ai trouvé assez bouleversant, euh, notamment par mes origines familiales juives pour partie, qui montre en quelque sorte l'intégration traumatique de la ville de Berlin qui accueille en son sein le mémorial de la Shoah. Et qui m'a semblé être une très très belle représentation et très pertinente représentation d'un corps, en l'occurrence ici une ville, qui intègre sa part d'ombre à ce qu'elle est. Et qui me semble être peut-être un point de départ pour voilà, essayer maintenant que on reconnaît ce problème civilisationnel, enfin aussi bien d'ailleurs individuel que civilisationnel, comment est-ce qu'on y répond? Oui, en effet, c'est ce que tu décris, c'est une sorte de processus de thérapie euh, par rapport au trauma, hein. La traumathérapie, il s'agit de mettre la lumière, de permettre à se montrer à la chose, comme tu dis, à l'ombre qu'on porte en nous, à la blessure, hein, aux choses moches qu'on veut cacher, hein. Et en quelque sorte, c'est une approche de thérapie où on se permet, on ose mettre la lumière sur les choses douloureuses qu'on veut cacher. Et par la suite, on doit supporter l'agitation, la panique qui émerge quand les choses se montrent, hein, ou quand on réalise aussi l'ampleur des dégâts. Et donc, pour moi, c'est en quelque sorte l'ingrédient de base, c'est ce qu'on fait aussi avec la thérapie psychédélique, en quelque sorte. C'est des états de conscience dans lesquels on peut regarder les choses qu'on n'ose pas regarder habituellement. Et en faisant cela, par la suite, on peut les intégrer. On peut dire, tiens, oh là là, c'était terrible ce qui s'est passé en Allemagne. Mais quand même, l'Allemagne on essaye d'assumer sa responsabilité et elle va le mentionner dans ses cours à l'école, hein. On va pas le cacher, on va pas prétendre que ça n'a pas eu lieu, on va pas dire que les nazis avaient raison, hein. Mais au contraire, non, on a compris que c'est une erreur grave, ça fait énormément fait de mal aux autres, mais aussi à nous-mêmes, et qu'on veut plus ça, on veut que ça s'arrête, hein. Et je pense pour moi c'est ça la volonté thérapeutique de transformation, d'arriver à conclusion. Oui, il y a des choses horribles qui se sont passées dans ma vie et dans ma vie de mes ancêtres, mais moi, je prends sur moi maintenant de regarder ça de manière claire et de dire ça s'arrête là. Je assume ma responsabilité pour que ma propre vie, la vie de mes enfants et de mes proches, de mes collègues, soit libérée le plus possible de l'impact du trauma dissociatif. Et donc, en quelque sorte, transcender cette dissociation entre les parts émotionnelles et les parts apparemment normales au profit d'une totalité. Pour reprendre l'exemple de Berlin est une civilisation euh, avec ses grandeurs, avec ses failles, et elle se donne à voir dans cette totalité-là. Et peut-être de ce que je comprends de ce livre, c'est presque une invitation, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau communautaire, qu'au niveau institutionnel, que de reconnaître ces différents corps dans la totalité de ce qu'ils sont, et pas simplement dans la représentation lumineuse, vernie de ce qu'elles veulent donner à voir. Oui, parce que quand on a reconnu la douleur et la peine et l'ombre, ça veut aussi dire, ça signifie en même temps aussi qu'on n'a plus besoin de nourrir et renforcer la partie apparemment normale. Ça vient avec. Si on fait un travail par rapport à la partie traumatique, en la reconnaissant, ça veut en même dire qu'on n'a plus besoin de tous ces efforts qu'on fait pour se prouver quoi que ce soit, hein. Et donc, au lieu de voilà, cumuler de l'argent, travailler dur, s'acheter encore une voiture plus grande ou des preuves de sa réussite sociale, je peux me dire qu'est-ce qui est vraiment important. Qu'est-ce que mon organisme, qu'est-ce que mon âme en quelque sorte
à quel est-ce qu'elle aspire, hein, qu'est-ce qu'elle a, mon vrai destin. Et comme ça, on peut mettre de côté tout le côté artificiel et surcharge, hein, qui nous rend la vie difficile avec des choses inutiles et absurdes, et on peut se concentrer aux choses essentielles, hein. C'est ça la compréhension phénoménologique, quelle est l'essence de notre vie. Et en faisant ce travail sur à la fois le EP, mais aussi sur le ANP, et on dit, OK, j'ai plus besoin de vivre dans cette codépendance qui se frictionne tout le temps et qui s'épuise. Je peux commencer à vivre ma vraie essence. C'est ça que j'essaie de présenter dans les derniers chapitres de mon livre. Mhm. Parce que dans ton livre, on voit qu'il y a, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai éprouvé, c'est évidemment une empathie à l'égard des personnes qui sont les perdantes de ce système, mais également à l'égard des personnes qui en sont les gagnantes. Des vampires, justement, voilà, même si on a tendance à stigmatiser par exemple, le milliardaire comme étant la source de tous les problèmes d'une société, il est aussi le représentant de quelque chose duquel nous sommes tous tributaires. Oui, en effet, pour moi, ce que tu as bien dit, c'est j'essaie de développer l'empathie pour les perdants, les personnes addictes ou traumatisées, mais également aussi pour les gagnants, en quelque sorte, pour dire que dans le système qui est comme ça, vampirique, les soi-disant gagnants sont aussi des perdants, hein. Je connais beaucoup de personnes très très fortunées, hein, qui ont tout, hein, plus que tout, mais qui sont profondément malheureux, qui ont un vide intérieur abyssal, hein. Et c'est aussi de leur dire, ok, arrêtez de vous rassurer avec les preuves de votre succès, regardez votre essence de votre vie au quotidien. Et de faire ça de manière, je l'espère, empathique. Je ne veux pas aller dans le reproche, dans l'accusation, hein, parce que nous sommes tous concernés. Moi, je suis aussi quelqu'un qui bénéficie donc des avantages de notre société, hein. On est tous concernés, on doit tous se questionner, et j'aimerais vraiment encourager les gens d'aller à l'essence de leur expérience de vie. Mmh mh. Mmh. Et cette essence, elle se situe où? Elle se situe dans la reconnexion. On a parlé de ça, on a parlé beaucoup de la reconnexion, on a parlé de la relation au tout que nous formons, à l'extase aussi, m'a-t-il semblé, dans ton livre, extase à laquelle tu fais référence un certain nombre de fois, qui semble être quelque chose de infiniment plus susceptible de réinsuffler de la vitalité plutôt que justement les représentations qu'on donne à avoir de soi. Oui, en effet, c'est, comment dire, ça c'est un autre aspect que tu abordes, que je pense que nous pouvons aussi apprendre beaucoup de choses sur notre vraie essence en valorisant les états d'extase et de bien-être, hein. Et ça, dans notre culture, on a tendance comment dire, moi j'appelle ça l'érotiser, de l'érotisation de la souffrance Mhm. du sacrifice. On se sacrifie pour le travail, on se sacrifie pour la famille, on se sacrifie pour l'État, pour la nation, pour le peuple. Donc ça, c'est valorisé, c'est érotisé, c'est positif. Et de l'autre côté, l'extase, l'exaltation, euh, ça, c'est quelque chose qui est suspicieux. On dit quoi? Non, non, ça en perd la tête, c'est la perte de contrôle, on sait plus qui on est, ce qu'on fait. Donc il y a dans notre culture aussi ce que j'appelle la diabolisation de l'extase. Donc pour moi, j'ai vraiment le souhait de équilibrer et en quelque sorte réconcilier notre expérience de vie dans notre civilisation avec des expériences positives. Et d'en tirer les leçons aussi pour savoir qui nous sommes. Et quand des gens sont dans l'extase, c'est une expérience spirituelle, hein, ils sont dans le moment présent, hein, et ils sont dans la connexion. Ils se posent pas la question est-ce que je suis bien ou pas bien, est-ce que je fais juste ou pas juste. Ils sont juste comme ils sont. Ils sont bien avec ça. Et c'est ça, à la base, c'est très simple et très difficile à obtenir aujourd'hui. Les gens font des cours de méditation pendant des semaines et c'est très difficile dans notre culture parce qu'on est vraiment axé à valoriser l'effort, le travail dur et la souffrance et le sacrifice. J'ajouterais presque l'intellect au-delà de l'expérientiel. C'est- Euh, oui.
Quelque chose qu'on voit d'ailleurs assez régulièrement dans certaines personnes résistantes. Je fais une petite parenthèse là-dessus sur l'expérience psychédélique, par exemple, qui justement ont beaucoup de mal à lâcher la dimension intellectuelle de l'attente de quelque chose, de la récompense, et ce qui empêche justement d'accéder à cette extase. Et plus largement, il me semble que oui. Enfin, je te rejoins complètement sur cette idée que la dimension extatique de la vie a été remplacé par une forme d'érotisation de la souffrance, quelque chose qui semble nous provenir d'un certain judéo-christianisme. Euh, ok, ok. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose là-dessus? Hmm. Ah, on aura beaucoup de choses à dire, hein. Ça rejoint la discussion qu'on avait sur les substances, hein, comme l'héroïne, hein, qui est diabolisée, hein, mais à la base, c'est une substance qui fait du bien, hein, et qu'on on n'accorde pas ça, on trouve c'est mauvais qu'une personne essaie de se sentir bien en utilisant une substance chimique, hein. Donc tout est représentation là derrière sur des substances psychoactives qui sont euphorisantes, qui sont mal vues, alors qu'on préconise des substances qui coupent l'émotionnalité, hein, comme les neuroleptiques par exemple ou les antidépresseurs. Ça, c'est OK de les prendre, ça coupe, mais tout ce qui va augmenter, c'est proscrit, hein. Donc ça va très profond, très loin dans notre société. Et c'est bien sûr, comme tu le mentionnes, c'est trop profondément lié aux archétypes du crucifix, hein. On dit qu'un homme torturé sur une croix, c'est ça le modèle qui explique la vie en quelque sorte. Mhm, mhm. Ok. Je te propose pour terminer que on s'attelle à la question que tu exprimes dans ta dernière slide que tu m'as proposée, qui est, je pense, la question de la progression de la conscience, et qui d'ailleurs, me semble-t-il, est une des introductions de l'un de tes chapitres, qui est la citation d'un biologiste dont j'ai oublié le nom, qui nous dit que le problème de notre société à l'heure actuelle, c'est que nous avons un rapport à notre inconscient du niveau d'un bébé, là où nous avons un pouvoir technologique de l'ordre du divin. Euh, donc cette citation que tu mentionnes, donc elle parle en effet de des possibilités technologiques énormes que nous avons aujourd'hui et qu'on pourrait faire beaucoup de choses par rapport à notre essence humaine, mais nous sommes encore figés dans quelque chose qui vient du Moyen Âge, voire plus ancien, hein. Donc une pensée très archaïque, très patriarcale, où on fonctionne comme nos ancêtres ont fonctionné il y a 1000 ans ou 500 ans, hein. Et qu'il est grand temps d'actualiser ça. Moi, j'appelle ça la recontextualisation pour vraiment tenir compte qui nous sommes avec nos parties de lumière et de l'ombre et qu'est-ce que nous voulons faire et qu'est-ce que nous pouvons faire. Et c'est ça pour moi le vrai challenge du développement actuel autour de l'intelligence artificielle aussi notamment. Moi, j'ai des grosses craintes que l'intelligence artificielle va juste reproduire de ce que nous avons fait au cours des dernières 10 000 ans, en quelque sorte, le patriarcat et le vampirisme, si on veut, et qu'on loupe la chance que l'intelligence artificielle nous amène à un niveau de vie et de compréhension qui correspond à notre espèce réellement, hein, et qui est autre chose que juste la reproduction, la répétition de ce que nous avons fait au cours des derniers siècles. Et c'est ça la grande inquiétude que j'ai, parce que les algorithmes de l'intelligence artificielle sont nourris par les choses qu'on trouve dans notre culture, hein, mais il n'y a pas de réflexion de base sur notre quête épistémologique, qui nous sommes et vers quoi nous souhaitons aller avec toutes ces technologies. En quelque sorte, si je restitue ma compréhension de tes propos, c'est que l'intelligence artificielle, en fait, s'architecturant sur la base des acquis humains, nous fasse en quelque sorte stagner autour de ces acquis, euh, euh, plutôt que d'aller dans le sens d'une progression de la conscience à l'échelle globale, c'est ça?
Donc ma crainte, peut-être pour la décrire, peut-être tu peux montrer la slide dans l'encadré, que nous pensons, nous sommes à l'extrémité de droite du continuum de conscience. Hein. Nous sommes Mhm. l'espèce la plus les évoluée au niveau de la conscience, les compétences intellectuelles, et que de ce constat-là, nous déduisons notre supériorité. Hein. Nous sommes supérieurs aux autres animaux. Par exemple, les cochons ou les singes ou les oiseaux, on est supérieur et on déduit, parce qu'on est supérieur en raison de notre technologie, notre pensée supérieure, nous avons le droit de les maîtriser, les dominer, les maltraiter. Et c'est ce qu'on fait. Hein. On n'a pas besoin de chercher loin pour constater que nous maltraitons les autres animaux autour de nous. Et ma crainte est, on a tellement profondément ancré cette manière de penser dans notre culture, dans notre civilisation, que l'intelligence artificielle, elle va faire la même chose. Donc, à savoir, elle va nous traiter dans quelques années, quelques dizaines d'années, elle va nous traiter les humains comme nous traitons en ce moment les cochons. C'est ça la crainte. Parce que si on change pas la manière en quelque sorte, quel est le sens de tout ça, vers quoi nous souhaitons aller et de quelle manière nous traitons les êtres autour de nous au quotidien, dans la réalité, nous allons être maltraités autant dans l'avenir par des formes d'intelligence supérieures à nous, de la même manière que nous maltraitons des êtres qui ont une intelligence inférieure à nous maintenant. Mhm. Mhm. À la manière quelque part d'un parent qui, peu importe ce qu'il dit à son enfant, va surtout lui enseigner les choses en fonction de son propre comportement. Et c'est-à-dire, pour suivre un peu la logique de ce que tu nous exprimes avec l'intelligence artificielle étant la collection du savoir humain régurgité sous la forme d'un algorithme, en fait, dans la mesure où ce savoir humain se fabrique notamment sur cette dimension traumatique qui fait que, par exemple, on fait du mal aux espèces qu'on estime inférieures à nous. Par son progrès, cette intelligence artificielle pourrait être amenée à nous faire du mal à nous. C'est ça. Mmh. Cette intelligence va être construite des croyances et du fonctionnement de notre civilisation. Parce que c'est en quelque sorte, elle est créée par nous, mais par la suite, elle va se découpler de nous. Elle va être supérieure à nous, parce que ça me paraît assez évident. Mais le problème sur le fond, C'est le sens de l'histoire, quoi. oui, pour moi, c'est une évidence de l'évolution que chaque espèce, elle occupe une niche écologique pendant un certain moment de l'histoire, de l'évolution. Et nous, on pense que l'être humain va toujours être là, comme on le connaît maintenant, on va toujours dominer, maîtriser tout. Mais je pense que c'est une erreur anthropocentrique fondamentale. Je pense qu'on doit se préparer à l'idée qu'on va être remplacé par d'autres formes d'intelligence et ça va se passer bientôt. Et mon souci, si on ne fait pas très attention de quelle manière nous formatons, nous enseignons cette nouvelle forme d'intelligence, elle va juste faire la même chose que ce qui était fait dans notre culture, à savoir la maltraitance des êtres qu'on considère inférieurs. Et pour moi, voilà, ça serait un peu le summum de la dystopie que la dissociation structurelle que je décris va se poursuivre dans l'espace de conscience du monde matériel dans lequel l'être humain est dégradé en quelque sorte en cochon. Mmh. C'est-à-dire que dans cette perspective-là, tu estimerais potentiellement que l'intelligence artificielle devienne consciente, ce qui, à l'heure actuelle, me semble-t-il, n'a pas été éprouvé, même si il me semble que même les développeurs ne comprennent pas exactement comment fonctionnent les intelligences artificielles qu'ils ont créées. Ils n'en sont pas au stade de la qualifier de conscience. Bon, ça c'est bien sûr, hein, on ne sait pas de quelle manière ça aura lieu, mais je pense, comme j'ai déjà dit, il est, il est pas raisonnable, il est naïf de croire que la, la forme de conscience supérieure que nous sommes au moment, les êtres humains, vont rester à leur place, à l'extrême du continuum, pour le reste de l'évolution. Je pense, Mmh. sans aller dans les détails de comment et comment ça va se passer, je pense dans 500
ans ou dans 1000 ans ou dans 1 million d'ans, l'espèce humaine et la conscience humaine comme nous la connaissons aujourd'hui, ça va juste plus être là. Hein. Il y aura Mhm. d'autres formes. Et on voit déjà maintenant des formes hybrides. Hein. On voit un être humain qui est riche, a des possibilités de vivre sa conscience qui sont tout autres qu'un être humain qui est pauvre. Déjà maintenant, ça a lieu, cette division de l'espace de conscience entre la population riche et la population pauvre. Et comme tu as cité aussi Yuval Noah Harari, il en parle de cet être nouveau, plus puissant, c'est le Homo Deus. Et le Homo Deus va dominer le Homo sapiens banal. Et si on ne faisons pas très attention, cette division va prendre de la vitesse ces prochaines années. Et c'est pour Mhm. ça que je fais un appel de prise de conscience dans nos dynamiques sociales, parce que ce serait souhaitable que on modifie un maximum de fonctionnement sociétal afin que la société de l'avenir va être plus juste par rapport à notre essence humaine. Mhm. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a un sujet qu'on aurait pu louper, à côté duquel on aurait pu passer, et que tu as envie de développer ici? Ou peut-être même une invitation, un souhait que tu as envie d'adresser aux personnes qui regardent cette vidéo, quelque chose pour conclure? Bah, peut-être juste pour dire que je suis bien sûr dans la préparation, dans la réflexion de publier ce livre aussi en français dans les mois à venir. J'espère pour 2025, ça sera prêt. Ça, c'est une chose. Et, et pour le reste, comment dire, je me réjouis d'avoir des feedbacks des gens qui auraient lu, vu cette émission avec toi, Balthazar, ou qui auraient lu mon livre. Ça m'intéresse toujours d'avoir des feedbacks. Et j'espère, voilà, que je reste pas seul avec cette manière de voir les choses. Je suis pas seul de toute manière. Et je me réjouis de la dynamique qui va se développer autour de ces messages. Et je remercie surtout toi, Balthazar, de contribuer avec ton expertise et tes qualités d'interview. Et je me suis très content que je peux faire ça avec toi. Et voilà, ça pour les mots de clôture. Donc, tous mes remerciements et l'appréciation profonde que j'ai par rapport au travail que tu fais avec ta chaîne. Bah écoute, merci beaucoup, ça me touche énormément. Et j'espère que ça permettra, en tout cas, de faire connaître les points que tu as évoqués qui me semblent vraiment fondamentaux. Voilà, qui me semblent vraiment toucher à des sujets trop souvent survolés et qui rentrent vraiment dans le détail euh, par le biais d'un ouvrage euh, qui est audible, qui est compréhensible, je pense, par le plus grand nombre. Et donc, bon, pour le moment, il est en anglais ou en allemand, mais si tu nous annonces qu'il est en français, ben, je ne manquerai pas de le faire savoir lors de sa publication sur cette chaîne. En tout cas, un très grand merci à toi pour ta présence, pour le temps que tu as passé à investiguer tous les sujets qu'on a investigués ensemble, et puis, ma foi, tu reviens quand tu veux. Merci, Balthazar. Merci et bonne suite. À bientôt, Ansgar.